Nouvelle semaine, nouveau chapitre de One Piece. Yo les bros, vous allez bien? Avec ce chapitre 1110, Oda commence de la meilleure des manières en débutant officiellement la mini-aventure de Wano Kuni avec un nom ma foi très explicite, la visite des temples de Yamato. Enfin, ça dépend des traductions, mais elles apparaissent à l'écran. Nous retrouvons en effet la princesse Démon exprimer son désir de visiter Wano Kuni à Momonosuke, tout comme l'a fait Oden par le passé. Pas de grande surprise de ce côté-là, c'est ce que je vous avais dit dans la dernière review. Nous allons voir toutes les aventures de Yamato sur Wano avant qu'elle ne rejoigne les Mugiwara évidemment. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est le nom de la mini-aventure. En effet, les temples sur Wano Kuni ont eu un rôle non négligeable dans son histoire, notamment le temple d'Enma. C'est dans ce temple au chapitre 950 que Zoro et Iori se sont réfugiés pour échapper et finalement combattre les ninjas d'Orochi. Mais c'est également à cet endroit-là que 20 ans plus tôt, Denjiro s'y est réfugié après la mort d'Oden et la séparation des fourreaux rouges. De rage, de colère, son visage s'est transformé pour devenir Kyoichiro l'enragé. Donc, est-ce que ce temple cache quelque chose de particulier, puisque je le rappelle, mais il porte le nom du dieu des enfers bouddhique Enma, qui est également la lame de Zoro. Un autre temple pouvait être visible aussi derrière Ashura, après qu'il se soit lui aussi séparé des autres fourreaux. Cette mini-aventure a donc un grand potentiel, comment s'en douter, et de la brève recherche que j'ai pu faire, Oda se serait inspiré de Kukai, fondateur de l'école bouddhiste Shingo, qui est une figure incroyablement importante de l'histoire japonaise. Son histoire est marquée par un pèlerinage à travers le Japon, où il visita de nombreux temples et rencontra de grands maîtres spirituels. Nul doute que Yamato ne ressortira que grandi de son voyage, et j'espère personnellement découvrir le secret que pourrait cacher le temple d'Enma, en tout cas s'il en a un. Bon, ne serait-il pas l'heure de se rendre sur Egghead qui s'est transformé en un véritable enfer avec l'apparition des 4 autres membres du Gorosei et leur forme de démon? Je crois bien que si, alors allons-y et n'oubliez pas de marteler les pouces bleus pour soutenir la chaîne et pour cette review qui s'annonce exceptionnelle. Merci les bros, ça m'aide beaucoup. Pour la première fois, la salle de réunion du Gorosei est vide. Seul un cercle d'invocation est dessiné sur le sol. Les 5 doyens sont tous réunis sur Egghead, revêtant leur forme démoniaque. Oda a cette fois-ci bien pris la peine de nommer leur forme. C'est ainsi que nous avons le Gyuki, incarné par Saturne, sans grande surprise. Le Itsumade, l'oiseau incarné par Mars. Le Fuki, le Hoki, le sanglier géant de Warkuri. Le Bakotsu, le cheval squelette de Vénus d'Uro. Et le ver des sables de Jupiter. Voici donc à quoi ressemblent réellement les doyens sous leur forme de monstres, de créatures dont nous n'avons pas encore percé tous les mystères. Ok, alors là les gars, c'est à la fois un plaisir incroyable de découvrir des pouvoirs aussi fous et une prise de tête colossale pour savoir comment et pourquoi Oda s'est-il inspiré de ces créatures en particulier. J'ai passé des heures à me péter le crâne pour vous apporter des précisions sur leurs pouvoirs. J'ai trouvé un tas de choses passionnantes, mais on en parle après car j'ai un sujet plus rapide mais très intéressant à analyser, la défaite de Lucci face à Zoro. Après des mois de combat, Zoro l'a emporté haut la main sur le chef du CP0 en utilisant une nouvelle technique du Santoryu, Kokoba Madaragari. Sans bandana, sans même utiliser son style à 3 sabres du roi des enfers, Zoro a vaincu son opposant en un éclair après avoir été pourtant déstabilisé par le haki monstrueux venant d'apparaître sur Egghead, sans doute celui d'un ou des doyens. Ça y est, le vice-capitaine a encore montré l'écart colossal de puissance qui le sépare avec le reste du monde, sans vraiment qu'on ne s'en aperçoive, et même si Luffy et Sanji ont énormément attiré la lumière des projecteurs ces dernières années, en termes de combat et de power-up, Zoro n'a jamais arrêté de progresser, au point d'arriver à un niveau aujourd'hui quand même exceptionnel. Vaincre un Zoan éveillé aussi robuste et puissant que Lucci avec une telle aisance, c'est un haut fait qu'il ne faut absolument pas négliger. Je dois avouer trouver ça étonnant qu'il ait attendu tant de temps avant de vaincre son adversaire, car s'il pouvait vraiment le battre dès qu'il a décidé, comme montré dans ce chapitre, alors ça aurait été peut-être plus logique de le faire dès le début. Moi je dis ça, je dis rien. Encore un coup d'Oda pour arranger son scénario, je le comprends dans un sens, puisque non loin de lui se trouve Vénus d'Uro, l'épéiste du Gorosei qui est actuellement le seul à traverser Egghead de part et d'autre pour attaquer les pacifistas. Est-il en train de nous teaser une confrontation entre le roi des enfers et le destrier démoniaque? C'est ce que j'avais imaginé dans la dernière review, et vous allez voir dans la suite de cette vidéo à quel point ça peut sembler cohérent. En tout cas, une chose est sûre, la prochaine fois il faut que ce soit Sanji qui le motive à combattre, car c'est juste après sa réflexion que le futur plus grand épéiste a vaincu son adversaire. Les ailes du roi des pirates sont décidément étrangement complémentaires. Incroyable transition pour vous annoncer que lundi, donc demain, j'ouvre une case de 12 displays OP06, les ailes du capitaine, en partenariat avec Tom de Nakama TCG. Donc rejoignez-nous sur Twitch à 20 h et retrouvez-le dès maintenant sur Instagram, car lundi soir on va écrire l'histoire. Ça va être une soirée épique, ne la loupez pas et venez donner de la force pour obtenir la Zoro Manga, une carte exceptionnelle à plus de 1600 €. On s'en fout du prix, mais en termes de rareté, c'est quand même quelque chose. Allez, parlez du Gorosei, de leur apparence, de leur pouvoir et peut-être même de leur histoire.
Comme je l'ai cité plus tôt, le nom des créatures dont les doyens ont pris l'apparence ont enfin été dévoilés, mettant fin à plusieurs mois de théories. Saturne est donc bien le Gyoki, Mars, lui, est l'Itsumade, Mercure est le Hoki, Vénus est le Bakotsu et Jupiter est un ver des sables. Oui, j'étais bien à côté de la plaque sur la majeure partie des yokai que j'avais trouvé, mais pardonnez-moi, comment Vénus et Jupiter peuvent ressembler à un cheval et un ver, s'il vous plaît? Je rigole, mais pendant ce temps-là, cette double page incroyable cache un secret absolument dingue et je suis persuadé que vous ne l'avez pas du tout remarqué. Rappelez-vous, dans ma review du chapitre 1094, je vous disais que le chiffre 5 visible dans le pentagramme de Saturne n'était pas une référence aux 5 doyens, mais un indicateur de puissance. Saturne serait effectivement le plus faible des 5 doyens en portant le chiffre 5. Eh bien, cette théorie semble davantage se confirmer aujourd'hui car nous pouvons lire de nouveaux chiffres très discrets dans les cercles d'invocation des autres membres du Gorosei. Le 4 se trouve dans le cercle de Marcus Mars, le 3 dans celui de Topman Warkuri, le 2 dans celui de Venus Juro et le numéro 1, on ne le voit pas mais je vous laisse deviner, c'est Jupiter. Et vous savez ce qui est drôle, le grand hasard ultime de cette théorie quand même qui tombe très bien, c'est que Oda a dessiné les membres du Gorosei sur la gauche avec la liste de leurs pouvoirs dans l'ordre précis que je viens de vous citer. Saturne se trouve au sommet, donc le numéro 5, suivi de Mars, Mercure, Vénus et Jupiter. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien que Vénus et Jupiter sont, comme prévu, les deux plus puissants membres du Gorosei, ce qui n'est finalement pas étonnant venant de Jupiter, puisque la planète à laquelle il est associé est la plus grande du système solaire et porte le nom du dieu des dieux romains. Oda a donc dissimulé discrètement la hiérarchie de puissance du Gorosei dans ce chapitre, et pour le coup, il fallait vraiment faire attention à tous les petits détails, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. Bref, il est temps pour moi de vous expliquer un petit peu mieux ce que sont ces créatures, et suivez bien, car ils viennent peut-être de nous donner la réponse à une question que l'on se pose depuis des années. Qu'est-ce que l'Itsumade? La transformation de Mars. C'est un présage sinistre. Cet oiseau au visage humain et au corps de serpent apparaît généralement dans le ciel en pleine nuit, au-dessus de champs de bataille ou de lieux ayant vécu des tragédies telles que des épidémies. Pour vous glacer un petit peu plus le sang, cette créature vole au-dessus des cadavres et crie « Itsumade, Itsumade » qui signifierait « jusqu'à quand ». L'oiseau se demanderait alors jusqu'à quand ces corps resteront abandonnés ici, sur le sol. Bonne ambiance, hein? Ouais, il fait nuit là pendant que vous regardez cette vidéo? Non, mais je demande ça comme ça, c'est pas pour vous faire peur. Cet oiseau a tout de même des pouvoirs. Certains écrits lui accordent la possibilité de cracher des éclairs et même du feu, ce qui serait un des pouvoirs de notre cher Marcus Mars, qu'il utiliserait sur le dôme frontière pour le détruire. En effet, ça semble être l'un de ses objectifs, nul doute qu'il y parviendra, et ça sera peut-être grâce aux éléments qu'il peut générer. Notez bien que ce yokai subit une fin tragique en étant tué d'une flèche par un guerrier du nom d'Hirohari, clôturant ainsi son mythe. Ok, on peut passer au suivant, Warkuri, le sanglier à 4 défenses, répondant au nom de Hoki ou Huki, ça dépend, il y a 40 000 traductions, il m'a vénère celui-là. Son nom est un mystère, car les seules véritables sources que j'ai le concernant sont en chinois ou en japonais. Donc le Huki ou le Fuxi est un sanglier mythique, un démon même, qui est plus lié au mythe chinois que japonais. Il terrorisait les habitants, allant même jusqu'à les dévorer, et avait une force exceptionnelle. S'il ne possédait pas d'autres pouvoirs particuliers, certains mythes lui prêtaient tout de même une apparence assez spéciale, puisqu'il possédait 2 têtes, une devant et une derrière, donnant ainsi véritablement la sensation de voir un démon. Sa fin fut tragique après avoir été chassé par Yi, l'un des plus grands héros chinois de l'époque, puisque c'est un archer absolument exceptionnel et légendaire. Il se retrouva aveuglé par 2 de ses flèches et finira tué par ce dernier. Passons à Venus Juro, le plus incroyable à mon sens dans son aspect de cheval squelettique tout droit inspiré des 4 cavaliers de l'apocalypse, mais aussi l'un des plus difficiles à analyser. Le Bakotsu est un yokai aux informations extrêmement rares, voire vraiment quasi inexistantes, au point où les seules données que j'ai pu avoir sur son sujet ont été sur un site japonais dédié aux yokai et aux quelques centaines de visiteurs par semaine. Cet article explique alors que le Bakotsu est un yokai à la forme de cheval mort brûlé dans un incendie. Ah non mais me regardez pas comme ça, moi j'aurais rien d'autre à vous dire, c'est tout. Alors, je ne sais pas d'où Oda sort cette référence, si vous l'avez n'hésitez pas à me le dire en commentaire, la seule chose que j'ai pu découvrir c'est qu'il venait du Tosa Obake Doshi, une collection de 16 histoires sur des yokai, et malgré des heures de recherche, impossible d'y mettre la main dessus. Ça ne m'empêchera pas de reparler de Vénus dans la suite de cette vidéo, mais je dois avouer que là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué jusqu'à ce qu'on arrive à Jupiter, le ver des sables, qui défie toute la logique imposée par Oda dans la conception des pouvoirs du Gorosei. En long, en large ou en travers,
impossible de trouver l'existence d'un ver de sable dans les mythes japonais. Pourtant, il doit bien s'être inspiré de l'un d'eux, vu que 4 sur 5 sont des yokai. A-t-il un livre secret recensant absolument tous les yokai du Japon et tous les démons en Asie? Est-il secrètement un grand fan de Dune et a rendu hommage au deuxième film sorti récemment en salle? Je ne sais pas et je pète un câble. D'accord, vous m'entendez? Je ne sais pas. Faut dire qu'on n'est pas aidé car même le nom de sa forme est écrit en katakana, ce qui le rend totalement différent des autres. Mais je ne vais pas spécialement plus développer cette partie. Je suis faible, avouons-le. C'est peut-être aussi pour en venir au vif du sujet, au cœur de cette théorie qui me brûle la langue depuis tout à l'heure. Je vous ai dit un truc au tout début de cette partie. Suivez bien, car ils viennent peut-être de nous donner la réponse à une question que l'on se pose depuis des années. Ok, cette question est la suivante. Les doyens sont-ils immortels? Eh bien, j'ai des raisons de penser que oui, car ils seraient en réalité déjà morts. Le Gorosei a vécu par le passé, il y a plusieurs centaines d'années. Ils étaient humains et sûrement en très bonne santé, mais à la suite d'une tragédie comme une bataille exceptionnelle contre le clan Dedi et leur royaume antique, les 5 doyens auraient perdu la vie ensemble. D'où je sors un tel scénario. Essayez de vous souvenir de mes explications sur les yokai du Gorosei. Un truc en particulier revenait systématiquement sur le tapis. La mort. Que ce soit le Gyuki, qui finit toujours par mourir peu importe le mythe ou l'histoire, le Itsumade, tué par Hirohari, un archer, le Uki, qui meurt lui aussi des blessures infligées par un archer, ou encore le Bakotsu, un cheval mort brûlé dans un incendie, tous ces yokai naissent dans la mort et finissent par mourir dans leur mythe. Je dois avouer qu'aligner 4 d'entre eux à la suite, pour les retrouver chez le Gorosei, qui semble invincible et immortel, c'est fort. C'est vraiment fort. Et finalement, si c'était là le secret de leur pouvoir et même celui d'Imu, souvenez-vous, dans cette review du chapitre 1094 que j'ai fait, je vous faisais part de mon sentiment que Saturne ne serait pas un vrai utilisateur de Zoan, mais serait lui-même un démon, un vrai démon. Plusieurs choses ont pu confirmer cette pensée avec le temps, comme la régénération exceptionnelle dont il faisait preuve, bien différente de tout ce qu'on a pu voir des autres Zoan, ou simplement l'invocation à travers des pentagrammes démoniaques. Aujourd'hui, un nouvel argument s'ajoute, vous l'aurez remarqué, ou peut-être pas, tellement il était gros, mais bien qu'il ait présenté les animaux du Gorosei, à aucun moment, Oda n'a mentionné un quelconque nom de Zoan chez les doyens. Là, c'est comme si Lucci avait introduit sa forme éveillée au chapitre 1069 avec seulement écrit léopard, et non fruit du félin version léopard forme éveillée. Alors j'avoue que ça serait plus rapide, court et condensé, mais généralement les fruits du démon ne sont jamais introduits comme ça. Si le Gorosei possédait véritablement des fruits du démon, des Zoan mythiques, pourquoi ne pas nous les présenter en même temps que leur forme animale? Il en avait tout le choix. Quel intérêt de garder le suspense plus longtemps si ce n'est qu'ils ont en réalité aucun Zoan, mais qu'ils sont de vrais démons? Que si le concept qu'ils soient de vrais démons est, je pense, désormais bien compris et connu de tous, une question persiste. Comment et pourquoi ont-ils cette forme animale? Bah ouais, comment ont-ils une forme de Zoan si en fait ils n'ont pas de fruits du démon? Eh bien justement, c'est là que ça devient passionnant. Sans posséder de fruits du démon, dans One Piece, il existe de nombreuses créatures vivantes considérées comme des dieux de par leur légende ou leur apparence, comme Kashigami de Skypiea, ou le dieu de la montagne de Wano Kuni, qui rappelle d'ailleurs énormément Warkuri, au passage. Ce n'est pas tout. Depuis 27 ans que l'on voyage dans le monde d'Eiichiro Oda, des créatures mythiques, nous en avons vu des tonnes. Le Kraken est un animal légendaire. Wadatsumi est un Umibozu, un yokai japonais. Il y a le dragon de Punk Hazard, mais surtout l'ancien dragon de Wano Kuni, tué par Ryuma, le basilisque, Deep Down, les monstres marins qui ont toutes les apparences possibles, pouvant eux aussi être des yokai, et bien sûr les mystérieuses créatures de Thriller Bark, cachant sûrement des monstres bien connus dans nos mythes et légendes. Là où je veux en venir, c'est que le bestiaire de One Piece regorge d'animaux fantastiques, légendaires, bien réels, qui n'ont absolument rien à voir avec des fruits du démon. Ce qui signifie que le ver des sables de Jupiter, le cheval squelettique de Vénus du jour, le Gyuki de Saturne, le Uki de Mercure et le Itsumade de Jupiter existaient réellement. Imu, grâce à ses pouvoirs, aurait scellé l'âme du Gorosei dans chacun de ces animaux. Ainsi, dans ce chapitre 1110, leur présentation ne mentionne que le nom de leur animal car c'est ce qu'ils sont, des âmes réincarnées dans des animaux mythiques légendaires ayant existé, et c'est peut-être pourquoi ils appellent Imu leur créateur. Et maintenant que nous avons la confirmation que tous les membres du Gorosei représentent des yokai, est-ce que ça peut nous aiguiller vers la véritable identité d'Imu, ou du moins d'un de ses pouvoirs? Il y a vraiment un nombre colossal de ces démons japonais. Chercher Imu là-dedans serait chercher une aiguille dans une botte de foin. On l'a très bien vu avec le Gorosei. Alors par curiosité, j'ai voulu affiner ma recherche avec des mots-clés très simples. Yokai, 800 ans. Enchanté, je suis youtubeur One Piece professionnel. Et bah oui, après tout, l'une des caractéristiques principales d'Imu est sa longévité exceptionnelle de 800 ans. Pourquoi chercher
autre chose. Eh bien, vous seriez surpris d'apprendre qu'un mythe étonnamment semblable à celui d'Imu existe dans le folklore japonais, celui de Yao Bikuni. La légende de Yao Bikuni narre l'histoire d'une jeune fille qui, après avoir mangé la chair d'un poisson mortel, se voit offrir à son tour la jeunesse éternelle. Errant à travers les siècles, elle devient une figure légendaire du Japon et crée un tas de mythes résonnant encore aujourd'hui au pays du soleil levant. Mais le plus notable est que Yao Bikuni souffre profondément de son immortalité et de la solitude qui l'accompagne. Elle chercha à mettre fin à ses jours par tous les moyens, ce qu'elle réussira au bout de 800 années de vécu. Vous devez comprendre pourquoi cette légende m'a captivé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne lui prête pas de pouvoir particulier. Toutefois, au fil de ces 800 années, elle est devenue nonne, ce qui lui a valu une apparence particulière que l'on pourrait totalement assimiler à Imu. Je vais être honnête, je ne pense pas que ce soit le seul mythe lié à Imu. Oda s'inspire constamment des légendes de notre monde pour les adapter dans One Piece et même les mélanger. Imu serait véritablement inspiré du Yao Bikuni. Le mal qu'elle subirait serait la solitude de la jeunesse éternelle et serait la raison pour laquelle elle garde près d'elle les 5 doyens qui sont les seules personnes l'ayant accompagnée au fil des siècles. Le seul moyen de la délivrer serait finalement de la tuer. Je pense avoir fait le tour des yokai du Gorosei en général, si Jupiter me laisse quand même un goût amer en ne parvenant pas à découvrir d'où il vient, je suis quand même plutôt content et confiant de la tournure du scénario et de l'explication de l'immortalité des doyens et d'Imu. S'il y a bien un dernier sujet que je veux aborder concernant le Gorosei, c'est précisément celui de Venusjiro et Zoro. Comme je le disais plus tôt, le fait que Zoro termine son combat au moment où Vénus galope à travers Egghead n'est sûrement pas le fruit du hasard et honnêtement, je pense que ça ne peut qu'annoncer un futur affrontement. Vénus est celui nous montrant le plus de ses compétences, il attaque les pacifistas en les coupant avec sa lame, mais apparemment sans les endommager. Il gèlerait leur circuit pour les immobiliser et ainsi les garder plus ou moins intacts. Le sabre utilisé est le même que celui qu'il porte en permanence, à la différence près que sa lame est noire. Est-ce que c'est du haki enduit ou bien sa lame est-elle véritablement noire? La question se pose, surtout qu'à l'origine, la lame de Venusjiro était normale, blanche. De mon avis, il serait totalement logique qu'il possède une lame noire, surtout vu l'agilité avec laquelle il découpe les pacifistas, montrant parfaitement qu'il est dans le top des épéistes du monde. Mais l'erreur d'Oda de ne pas avoir dessiné sa lame noire au chapitre 594 serait énorme, surtout qu'à cette époque-là, le Shusui et le Kokuto-yoru étaient déjà bien existants. Donc pour l'instant, on ne peut être sûr de rien, même s'il serait totalement logique que Venusjiro ait une lame noire. Maintenant que nous avons vu son katana sous tous les angles, nous pouvons être sûrs qu'il s'agit du plus puissant des Kitetsu, le Shodai Kitetsu. C'était déjà une théorie depuis plusieurs dizaines d'années, mais aujourd'hui je n'ai strictement plus aucun doute, la garde, la poignée, c'est bien lui qui possède ce Kitetsu légendaire. Et si c'était ce katana qui lui confère des pouvoirs de glace? À plusieurs reprises, Zoro nous a démontré que son Sandai Kitetsu possédait un pouvoir particulier. Il a senti sa malédiction sur Lockdown, il a senti sa présence sur Water 7 quand Chopper le portait. C'est véritablement un katana qui émane une énergie maléfique. Pourtant, et je le répète, ce n'est pas le plus puissant ni le plus démoniaque des Kitetsu. Il fut forgé par Sukiyaki, le père d'Oden, mais c'est son ancêtre Kotetsu qui a forgé le Nidai Kitetsu, le modèle supérieur. Il est donc totalement possible que 800 ans plus tôt, c'est encore un des ancêtres de Kotetsu qui a forgé le Shodai Kitetsu, le plus puissant, celui que possède Venusjiro depuis 800 ans. C'est ce sabre maudit de la catégorie des Seijo Owasamono, les 12 lames suprêmes, qui posséderait un pouvoir spécial capable de trancher avec le froid glacial des enfers. Si on prend en comparaison Enma, qui a aussi un sabre d'une qualité exceptionnelle et d'une grande réputation, il a un pouvoir. Enma a un pouvoir particulier d'utiliser le haki de son utilisateur. Le pouvoir du Shodai Kitetsu serait peut-être l'utilisation du feu et du froid des enfers, tout comme le font respectivement Kinemon avec son Kitsune Biryu, capable d'invoquer du feu, et le Soul Solide de Brook, invoquant le froid des enfers justement avec son fruit du démon. Comprenez alors que tout ça, les éléments, les enfers, les lames maudites, c'est le domaine parfait de prédilection de Zoro. Maintenant que son combat contre Lucci est terminé, il risque de croiser le fer avec le doyen et surtout, tout comme il a fait sur Wano Kuni avec le Nidai Kitetsu, reconnaître chez Vénus le Shodai Kitetsu. La semaine prochaine, nous avons le chapitre 1111, les dates précises de naissance de Zoro. Alors s'il doit se passer quelque chose le concernant, c'est dans le prochain chapitre. Je pense qu'il est désormais temps de parler de la page finale de ce chapitre. Luffy se fait attraper et manger par Jupiter avant que Dory et Brogy n'interviennent pour libérer le dieu du soleil en coupant l'un des 5 doyens. Alors que dire? Par où commencer? Déjà nous avons là le grand rappel du chapitre 116, quand Dory coupe la tête d'un dinosaure qui venait d'avaler Luffy, sauvant ainsi pour la première fois le dieu du soleil et faisant aussi sa rencontre officielle. Dans ce nouveau chapitre, Dory et Brogy utilisent une nouvelle technique au sens très spécial nommée Taiyu Noko, signifiant scie solaire.
Bah ouais, d'un côté, quoi de mieux que libérer le dieu du soleil en utilisant une attaque sur le thème du soleil. Également, Taiyo Noko peut signifier le fils du soleil. C'est même le titre du dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or au Japon. Encore une fois, c'est totalement raccord avec notre cher Luffy. Les géants disent d'ailleurs quelque chose d'assez marrant lorsqu'ils le libèrent de Jupiter. Tu n'es pas fait pour être dans un endroit aussi sombre, vous l'aurez compris, parce que c'est le dieu du soleil. Ouais bon, Dory et Brogy, ils ont jamais parlé du soleil, de tout Little Garden, mais là t'inquiète qu'ils se sont rattrapés en 3 cases. Moi ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est que ça m'a rappelé un autre mythe japonais, vu qu'on est dans les yokai et la mythologie, le folklore japonais, ça tombe bien. Ce mythe c'est celui d'Amaterasu, la déesse japonaise du soleil, la divinité majeure, principale même, du Japon. L'une des histoires les plus connues la concernant raconte qu'un jour, elle s'est retirée dans une grotte, ce qui a plongé le monde dans l'obscurité. J'ai donc eu la sensation qu'Oda voulait faire un clin d'œil à cette histoire avec les paroles des géants, disant que Luffy en tant que dieu soleil ne doit pas être dans le noir, pour continuer d'irradier le monde de sa lumière. Concernant la scène en elle-même, j'espère quand même que les géants ne parviendront pas à combattre véritablement le Gorosei. Couper un verre des sables géants, c'est une chose à laquelle ils sont habitués, ok, mais il reste quand même Saturne et Warcury qui passeront sûrement à l'attaque dès le prochain chapitre. Et concernant Jupiter, il est évident que cette attaque ne lui aura rien fait, déjà car il est sûrement autant immortel que les Saturnes, mais aussi car il serait le plus puissant des membres du Gorosei, comme j'ai pu vous l'expliquer dans ma théorie en début de review. Pour tout vous dire, je me demande même si le fait de ne pas l'avoir coupé en deux n'a pas été une erreur des géants. Jupiter pourrait devenir de plus en plus résistant à chaque fois qu'il subit de telles blessures, ou pire encore, chaque morceau coupé de son corps donnerait naissance à un autre ver de la même taille. Ouais. Je dois quand même avouer avoir du mal à imaginer la suite. Les géants, Luffy, Sanji et Zoro vont-ils combattre les doyens? Ces derniers vont-ils montrer leur forme hybride? Que cache vraiment Jupiter avec ce Zoan vraiment chelou? Eh bien on le verra la semaine prochaine, mais ce n'est pas fini pour autant car vous aussi vous avez posé un tas de questions et c'est l'heure pour moi d'y répondre. Avec une toute nouvelle et belle intro, bienvenue dans le courrier de Goji, notre moment entre vous et moi où je réponds aux questions relatives à ce chapitre que vous m'avez posé sur Twitter ou YouTube. Pour participer, c'est simple, posez-moi vos questions en commentaire de cette vidéo pour le prochain chapitre, le 1111, et rejoignez-moi sur Twitter pour répondre aux tweets que je poste tous les vendredis. Je compte sur vous et maintenant commençons sans plus attendre avec une double question. Penses-tu que Katarina Devon et Van Augur, ou plus largement l'équipage de Barbe Noire, vont profiter que la salle du trône soit vide pour s'introduire à Marie-Joise? Et maintenant que les 5 doyens ne sont plus sur Marie-Joise, la libre circulation dans le château est prévisible, est-ce enfin la découverte de l'identité de Im? C'est une question que j'ai déjà vu passer dans le dernier chapitre et honnêtement je ne pense pas, ni pour la découverte d'Imu, ni pour le raid de Barbe Noire. Déjà il faut se dire que personne à part ceux sur Egghead sont censés savoir que le Gorosei se trouve ici, au complet. Mais même si, admettons, ok, l'information vient à fuiter d'une manière ou d'une autre, tous les personnages ne peuvent pas se téléporter comme l'ont fait les doyens. Il faudra alors que Barbe Noire, par exemple, ait tout son équipage et sa flotte au complet pour attaquer Marie-Joise, là, dans les 10 minutes qui arrivent. Sans oublier que le New Marineford se trouve aussi juste à côté, et que Akainu, Fujitora et Ryukugyu protègent la Terre Sainte. Donc non, là comme ça, j'avoue que je vois pas comment une attaque de Marie-Joise pourrait avoir lieu. Du coup, Imu restera encore bien caché du monde, sauf si il ou elle finit par débarquer à son tour sur Egghead pour dévoiler son pouvoir et donc mettre un terme au message de Vegapunk. J'ai l'impression que Vegapunk dit bien que les 10 minutes ne sont pas vraiment nécessaires et que les 5 doyens, même s'ils arrivent avant la fin du décompte, ne pourront pas stopper son plan. Qu'a-t-il prévu à ton avis? Alors, tu dois faire référence à la double page où il dit que de toute façon, ils n'arriveront pas à nous arrêter. Alors, je suis d'accord qu'il pourrait totalement avoir un plan de secours, comme il a fait en fait avec les pacifistas et Bonnie, le fait qu'elle puisse contrôler les clones de son père. Moi, après, j'ai pas trop compris ça comme ça. En fait, au contraire, je pense que cette page nous montre que Vegapunk n'avait pas du tout anticipé, sûrement car il le savait pas, que le Gorosei pouvait se téléporter sur Egghead en moins d'une minute. Si on part du principe que le message émis par Vegapunk se trouve bien ici, sur Egghead, dans son laboratoire, effectivement, il devait penser que personne ne pourrait forcer sa protection en moins de 10 minutes, c'est logique. Sauf que là, tout est différent, il reste 7 minutes, et les doyens sont déjà là sur Egghead, en train de forcer la barrière et à agir à une vitesse impressionnante. Donc je pense, et en vrai j'espère un petit peu aussi, que leur apparition était totalement inattendue et rendra les 10 minutes de Vegapunk finalement trop longues, car ça laissera aux 5 doyens le temps d'agir et surtout de réussir. Est-ce qu'il y a une chance pour que Jupiter soit le fameux serpent couleur sang dont parlaient Brogy et Dory et Brogy au chapitre 129, excuse-moi, j'ai inversé. Alors mec, j'y ai pensé si fort, mais finalement, bah non. Apparemment, seul le serpent rouge sang peut résister au guerrier d'Elbaf. Sauf que, désolé, mais là, le frérot, il a terminé en rondelle. Donc, question résistance, on repassera. Donc, non, je pense pas. Mais c'était bien tenté, quand même. Est-ce que tu penses que chaque Gorosei est au moins aussi fort qu'un Yonko en général, donc que potentiellement, les 5 doivent battre n'importe quel Yonko actuel?
c'est comme à chaque rapport de puissance en fait avec des personnages dont les pouvoirs viennent d'être introduits, on ne peut pas savoir. Si on prend Luffy en exemple, il n'a pas du tout galéré contre Saturne, on est d'accord. Même après sa forme éveillée chelou. Pourtant, il ne peut rien faire contre lui puisqu'il semble invincible. Du coup, ça fait quoi? Luffy est plus fort ou plus faible que Saturne? Ben, moi je dirais plus fort, mais maintenant si on prend en compte que Luffy ne peut se battre que temporairement en Gear 5, une fois ce power-up passé, pourra-t-il vraiment venir à bout de Saturne? Maintenant on imagine pareil avec les autres, Vénus a l'air d'être exceptionnelle, mais d'un côté ce n'était que des pacifistas, sauf que encore d'un autre côté, si on prend ma théorie de la hiérarchie de puissance, il est censé être deuxième derrière Jupiter, l'écart entre chaque membre du Gorosei en puissance est-elle vraiment visible? Et même si c'est le cas, un 5 contre 1 n'est-il pas impossible à tenir contre eux, peu importe le personnage d'en face? C'est compliqué, et en réfléchissant de manière très simple, moi je dirais que sans surestimer le Gorosei, il ne faut surtout pas les sous-estimer justement. Ils font partie des antagonistes finaux, et comme chaque nouveau adversaire de Luffy, ils doivent être plus puissants que le précédent. Alors oui, si tu me dis que demain, les 5 peuvent vaincre n'importe quel empereur, je serais pas trop choqué, parce qu'ils montrent quand même qu'ils savent se battre. Mais il y a aussi tout un contexte derrière qui n'est jamais pris en compte dans les rapports de puissance, donc c'est une question quasi impossible à répondre. Les soldats ont l'air de ne pas voir les monstres, les 5 doyens qui sont apparus. Tu penses que c'est une faculté ou ils sont juste trop rapides? Oui, rapidité. Je prends Vénus en exemple, sa rapidité est démontrée comme étant tellement exceptionnelle que les pacifistas n'arrivent même pas à réagir. C'est ouf, et du coup, bah, les vice-amiraux ne les voient même pas. Et pour Mars, je pense qu'ils n'ont pas forcément vu, car trop occupés à regarder la terre ferme, Sanji lui a bien été capable de le voir, donc non, je ne vois que de la rapidité. T'es heureux de ton 3 sur 5 au niveau des prédictions de forme des doyens? Non mais gars, le seul truc sur quoi j'ai pu avoir un minimum bon, c'est l'oiseau, mais s'il te plaît, c'est même pas le même. Et le sanglier aussi, si tu veux, mais pour ça, fallait pas être un génie, surtout que j'ai même pas trouvé le bon. Donc je suis pas heureux, mais je suis pas du tout triste, parce que je les trouve incroyables, et il y avait tellement de yokai qui pouvaient potentiellement coller, que c'était juste pour le plaisir de théoriser. Si je voulais pas me tromper, ben j'aurais rien dit du tout. Surtout que vraiment, trouver le cheval et le ver de terre, frère, dans aucun monde, j'aurais été capable de voir ça. Oh, aucun, je vous annonce. Pourquoi les doyens ne se concentrent pas tous sur Luffy? Parce que ça serait une perte de temps. Ils ont un objectif et c'est pas Luffy. Moi je trouve ça justement vraiment bien et stylé que dès leur apparition, chacun est parti dans sa direction. Oula, j'ai bégayé. Chacun est parti dans sa direction pour mener à bien sa mission. À part Warcry qui attend. Je sais pas trop ce qu'il attend. S'ils se focalisent tous sur Luffy, ils mettraient trop de temps à le mettre KO. Ils doivent chercher l'origine du message, comment le détruire, c'est chaud, surtout que le temps passe beaucoup plus vite que prévu, il ne reste que 7 minutes là. Donc non, c'est très bien qu'ils ne se concentrent pas tous sur Luffy, et ils ont vraiment raison, dans leur stratégie c'est beaucoup plus viable. Est-ce que tu penses que les géants vont se sacrifier pour laisser échapper les Mugi? Franchement, tout peut tellement arriver, j'ai aucune idée. D'un côté, je vois pas comment ils pourront se sortir d'Egghead sans perte, ça serait impossible, mais on sait bien qu'Oda n'est pas du style à faire de si gros sacrifices tout le temps. Et de l'autre, les géants viennent chercher Luffy, ils voulaient le voir absolument. Donc pour moi, ça veut dire qu'ils s'en sortiront crème. Je sais pas, je vois pas une retrouvaille après 1000 chapitres pour que l'un d'eux meure 3 semaines plus tard. Non, non, pas de sacrifice de leur côté, hein. On veut ton avis, c'est quoi ta forme démoniaque de doyen préférée et celle qui a le plus de potentiel? Ah! Merci de poser la question, mais désolé, je vais pas être très original. Vous avez vu le putain de flow de Vénus Turo? Il est absolument dingue. Mais en vrai, désolé, quand je vois cette page des enfers, j'ai même pas envie d'en choisir un seul. Ils sont tous incroyables, vraiment, même Jupiter dégage un vrai truc. Ils sont très bien dessinés, leur design est exactement ce qu'on pourrait attendre des démons. Alors là, s'il y a vraiment un truc dont je suis pas déçu, c'est bien leur apparence. Mais dites-moi vous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout quel est votre préféré parmi les 5 démons célestes. Et c'est ce qui va clôturer cette énorme review. Merci à tous de l'avoir regardé, merci d'avoir commenté et donc participé à son contenu, vous êtes des boss. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas la chaîne Twitch. Ce soir, si tout se passe bien, on fait un petit live débrief du chapitre. Et hop, demain, opening exceptionnel d'une case de 12 displays OP06 anglaise. Ça va vraiment être une dinguerie. N'oubliez pas également le fameux like et l'abonnement. Désolé de vous bassiner avec ça, mais c'est vraiment le meilleur moyen pour me montrer votre soutien. Merci à tous pour tout, hein. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace les bros.